Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir mon amie Julie Granger, entrepreneuse, experte bien-être, autrice et fondatrice de The Studio by Julie Granger, la plateforme en ligne qui cartonne. Depuis, Julie a développé ses propres méthodes, enseigné à des milliers d'élèves à travers le monde, construit une communauté présente dans plus de 80 pays. Ouais, je savais pas qu'il y Non, avait mais c'est 80 lunaire. pays. Mais derrière cette réussite se cache une réalité dont on parle beaucoup moins et qui me tient à cœur. La solitude de l'entrepreneuriat. Grand sujet. Et je te vois faire girl. Girl, On a des don't choses à tell me dire. about it. Bon, vous l'aurez compris, ensemble, on va parler à cœur ouvert de ce sentiment qui est parfois un peu compliqué à exprimer à ceux de notre entourage qui n'ont pas le même type de vie. Celui d'être entouré, certes, mais de se sentir seul face à ses décisions, celui de porter ses projets, ses responsabilités, ses doutes et même parfois ses succès aussi, sans oser savoir à qui les partager. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode car un psychologue clinicien nous partagera ses meilleurs conseils pour mieux vivre cette solitude et retrouver un équilibre plus serein. Et enfin, merci à la Matmut de soutenir La Leçon avec ce hors-série spécial entrepreneuriat et d'avoir choisi ma copine Julie. J'étais tellement contente. Dis-moi, j'ai une première question. Donc toi, tu enseignes à de nombreux groupes, mais en ligne. Donc il y a déjà ce sentiment d'être très entouré et à la fois très seul parce que c'est à travers un écran. Comment est-ce que tu le vis, cette sorte de dissonance, tu vois? Alors, je le vis un peu mieux maintenant, mais je sais que ça a été pendant des années, c'est vrai que ça a été difficile parce que mon job de départ, en fait, j'aime pas dire mon job, mais vraiment ma Oui. carrière de départ, comme on en avait parlé dans ton premier épisode, c'était vraiment de donner des cours à New York à des centaines et des centaines de personnes par semaine. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Et même si on rembobine avant ça, tu faisais partie d'une troupe. Alors avant ça, j'étais danseuse classique, oui. donc on est toute la journée ensemble, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas forcément l'environnement le plus friendly de l'univers non plus. Donc on va pas dire qu'on est tous des copains, c'est pas les scouts, mais Je ferai ma promesse. Voilà. Donc c'est quand même un environnement qui est un peu hostile, disons, qui peut l'être en tout cas, mais il y a quand même cet esprit de on est ensemble toute la journée, du matin au soir. Ensuite, quand on sort, c'est vrai qu'on sort ensemble, etc. Donc on est malgré tout entouré. On a quand même des amis qui partagent notre vie et qui partagent la difficulté de la chose. Quand j'étais ensuite dans le fitness à New York, là, j'avais pas d'amis qui partageaient ce que je faisais parce que j'étais pas amie avec d'autres profs simplement parce qu'en fait, on travaillait tous tellement qu'on se voit jamais parce qu'on donne tous cours en même temps. Donc, mes amis faisaient pas la même chose que moi. Donc, il y avait peut-être un peu de solitude, mais beaucoup moins puisque j'étais toujours entourée de ces élèves et qui, moi, en fait, quand je pouvais, je restais à la fin discuter avec eux. J'avais déjà cette idée de partager des cafés ensemble ou voilà, tu vois, même donc avec des élèves aussi qui revenaient semaine après semaine. Oui, exactement. Donc il y avait ce truc un peu confortable. Exactement. Et d'ailleurs, avant de partir de New York, je me suis blessée. Nombreux de mes élèves venaient me voir chez moi alors que j'étais complètement alitée, m'emmenaient un petit cadeau. Une qui avait écrit un livre m'a amené son livre. Mes élèves venaient me voir, tu vois. Donc c'était devenu des amis, si tu veux. Donc moi, c'est ça que j'aimais. En fait, ce que j'aime, c'est le contact avec l'autre, en fait, d'enseigner, mais de voir les résultats en temps réel, d'essayer de donner un peu de, je sais pas, d'énergie ou de la partie humaine, positivité quoi. aux gens. Voilà, c'est ça que j'aime vraiment faire. Donc ensuite, quand je suis allée en ligne, comme c'était pendant le Covid et que c'était une solution de secours au départ, j'ai pas analysé la chose vraiment. C'est toujours comme ça. Voilà, c'est fou. Tu dis là il faut que je sauve ma peau, donc que faut-il faire? Donc j'ai pas eu le temps d'intellectualialiser la chose en fait. Et ensuite, les années qui ont suivi, j'ai eu vraiment ce sentiment de solitude dont tu parles, où tout d'un coup, oui, les gens sont là, mais derrière des écrans, et puis quand tu fermes cet écran, il y a plus personne. J'avais quand même un peu anticipé dans mon cas. Parce que sachant que c'était ça qui avait fait la différence entre mes cours et peut-être les autres, c'était cet aspect de communauté, je l'avais quand même un petit peu
planifié quand j'ai ouvert ma plateforme, je me suis dit comment continuer avec cet aspect de communauté. Donc c'est vrai que j'avais créé ce groupe WhatsApp, les gens j'échange toute la journée, mais je ne voyais plus réellement de gens. Moi, c'est ça qui est très compliqué, c'est le sentiment d'être très entourée, mais physiquement seule, même sans contact physique, parce que moi aussi, c'est beaucoup, beaucoup à travers mon écran. Toutes mes copines, maintenant, elles sont en couple avec des enfants, donc on parle tout le temps, mais on se voit plus autant qu'avant. Et quand toi, tu bosses de chez toi, alors toi, tu as un espace, etc. Comme tu dis, tu refermes l'ordinateur, ça continue en ligne, mais il y a un truc qui fonctionne plus comme avant. Chez tes élèves, elles trouvent ça fantastique parce qu'il y a l'aspect communauté, mais toi, en tant que prof, ce qui te nourrissait, ouais, c'est ouf. Hein. Alors, maintenant, j'ai trouvé un équilibre, en fait. Et comment je pense tu fais? Donne-moi les tips. Voir, mais comment le transcrire pour toi ou pour quelqu'un qui a un autre type de... Parce qu'on ne fait pas la même chose. Non, mais je crois que quand tu es entrepreneur, tout court, solo, on va en parler ensuite, mais il y a le fait de se sentir seul face à son ordi, le fait de se sentir seul face à ses décisions. Ouais, ça, c'est autre chose. Ah ouais. Et le fait, parfois aussi, de se demander si on n'a pas d'amoureux dans sa vie, à qui est-ce que je dis les toutes micro-victoires du quotidien que moi je racontais à mes collègues quand j'étais dans un bureau. « Oh, je viens de recevoir un mail de machin. » Tu vois, ce besoin-là aussi de partager. Ça, c'est vrai. Alors, moi, dans mon cas, j'ai décidé, et peut-être que tu peux le transcrire, donc on peut tous essayer de trouver quelque chose comme ça. Mon business, c'est le en ligne, c'est là où je gagne de l'argent, enfin, c'est là où je gagne ma vie. Et il y a cet aspect où moi, je viens, par exemple, parce que j'habite maintenant au Portugal, mais je viens une fois par mois à Paris pour voir mes élèves. Alors, je fais un événement et c'est pas nécessairement, si tu veux, le prix du billet, tu vois, je sais pas, pour gagner de l'argent que je vais faire cet événement, mais pendant une fois par mois, je les vois. La dernière fois, elles étaient une quarantaine, par exemple, à l'événement. Donc, une fois par mois, je suis avec elles, on fait un cours et ensuite, on prend un verre. En fait, c'est inclus donc ça discute, etc. Après, j'essaye de faire des moments où je peux les voir. Et même chez moi à Lisbonne, je donne 3 cours par semaine. Qui sont, encore une fois, c'est pas comme ça que je vais gagner ma vie, mais c'est pour être au contact. Donc, je me laisse en fait, ça fait 3 heures par semaine plus 1 heure par mois où ça, c'est ce que j'aime faire. Et c'est pas en y pensant d'une manière strictement stratégique, c'est juste pour moi. Pour te nourrir. Pour me nourrir. Donc, pour n'importe quel entrepreneur, quel que soit son type de business, toi, par exemple, tu pourrais dire, avec ce que tu fais, il faut que je rencontre des gens, puisque, donc, est-ce qu'il n'y a pas des événements sociaux ou un club, tu vois, un club de networking que tu peux rejoindre? Ce genre de truc où ça n'a pas sens financièrement, entre guillemets, mais tu le fais parce que comment, toi, te nourrir pour ton travail, il faut que tu rencontres des gens qui vont peut-être t'inspirer, qui vont t'inspirer une histoire, qui vont t'inspirer quelque chose, ou quelqu'un qui fait, je sais pas si tu as d'autres amis, un autre exemple, mais... Pour moi, c'est un peu différent parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir des personnes avec qui je travaille régulièrement, à part les personnes du studio que j'apprécie beaucoup. Et à chaque nouvelle rencontre, il y a ce petit truc de stress, un petit peu de... tu vois, moi, je suis un peu timide souvent. Et je dois faire un effort, etc. Et je ressors, je suis assez fatiguée. Donc, j'ai soit ça, soit solo chez moi. Et je réalise parfois qu'en fin de journée, parce que j'ai passé une journée qui m'a plu par ailleurs, qui m'a intéressée à faire du montage par exemple, j'arrive à la fin de la journée, j'ai parlé en physique à personne, j'ai échangé via WhatsApp, téléphone, mail, personne en vrai, et je commence à avoir de la tachycardie, d'anxiété. Tu vois ce sentiment-là? Ouais, je comprends. Et c'est difficile parce qu'il y a peu de gens, en fait, qui comprennent. Il y a que les gens qui vivent la même chose qui peuvent vraiment comprendre. Et c'est vrai que, parfois, ça m'arrive de finir tard et je finis, machin, je vais me coucher et je me dis, waouh,
je suis restée chez moi toute la journée. C'est heureusement que j'ai le chien parfois parce que je me dis au moins ça m'a fait sortir parce que parfois c'est entre tu restes chez toi toute la journée et c'est vrai qu'il y a ce sentiment qui est difficilement explicable et puis en effet les gens ont des vies souvent chacun a son timing de vie etc. Donc tu peux pas expliquer ça à quelqu'un qui est peut-être qui travaille dans un bureau qui rentre il y a sa famille ses enfants c'est complètement une autre dynamique c'est sûr donc ça c'est un truc je sais pas si ça s'en va un jour dans ce sens-là. Je pense que l'entrepreneur est toujours solo entre guillemets. Même peut-être un entrepreneur. Je connais des gens qui sont entrepreneurs, des femmes entrepreneurs qui ont un partenaire pas entrepreneur et qui peuvent ressentir cette solitude aussi. Ah ouais. Ah oui. T'as eu quoi comme témoignage toi? Ah j'ai eu comme témoignage une femme qui fait tout bien pour construire son business et grandir son business, etc. Qui vraiment est sur la bonne voie, qui a plein d'idées, qui fait les choses vraiment bien, avec son mari qui est vraiment, et c'est pas du tout une insulte, mais qui est salarié, mais avec vraiment la mentalité de l'entrepreneuriat, c'est trop risqué, c'est voilà, tu vois vraiment. Ok, donc plutôt dans la peur. Plutôt dans la peur. Oui. Et en fait, elle se sent seule de ce point de vue-là, ce qui n'empêche pas de pas être seule, mais elle se sent seule de ce point de vue-là parce que d'un certain côté, ça la tire un petit peu vers le bas d'avoir quelqu'un qui ne comprend pas. Et donc parfois, dans l'entrepreneuriat, on se sent seul, mais parfois c'est presque pire d'être mal accompagné, pas qu'on soit mal accompagné, mais dans ce secteur-là, d'être avec des gens, notre environnement, puisque l'environnement compte énormément, et d'être dans un environnement, par exemple, de personnes qui ne comprennent pas et qui ne vivent pas la même chose que toi, là, c'est difficile. Et je pense que quand on est entrepreneur, on doit s'entourer d'entrepreneurs. Et on doit s'entourer non seulement d'entrepreneurs, mais d'entrepreneurs qui ont les mêmes... qui vivent l'entrepreneuriat de la même manière. Je t'explique, moi j'habite à Lisbonne et j'étais pendant un moment, j'étais avec quelqu'un et on était toujours dans un cercle de cercle où tout le monde était entrepreneur. Ok. Mais eux étaient des entrepreneurs parce que papa avait financé une entreprise et puis si cette entreprise était s'était cassé la figure, oups, bon bah papa, j'ai besoin de 100 000 € à nouveau. Oh bah oui mon fils, etc. Donc on était tous entrepreneurs. Et moi qui suis une entrepreneur, une vraie quoi, qui n'a pas le choix. Enfin voilà, c'est mon et je peux pas aller frapper à des portes. Au fait, je me suis cassé la figure. Vous voulez pas me refinancer un truc, voilà. Alors on n'est pas seul et on a une super famille, etc. C'est pas ça, mais on sait pas, voilà. Et donc les circonstances de l'entrepreneuriat ne sont même pas pareilles. Et il y a eu un moment où en fait, bah oui, moi ma manière de travailler, ma manière d'être ambitieuse, ma manière à côté de personnes qui se la coulaient douce alors qu'ils étaient entrepreneurs. En fait, ça ne matche pas. Et moi, je me suis séparée de cette crowd-là parce que, en fait, c'était encore pire que d'être avec des gens qui ne comprennent même pas l'entrepreneuriat parce qu'en fait, eux, c'était « Oh, pourquoi tu stresses ?» Bah oui, enfin, c'est stressant un business, en fait. Donc, non seulement il y a l'entrepreneuriat, mais en plus, toutes les catégories d'entrepreneurs ne sont pas les mêmes, en fait. Hyper intéressant. Et ça, moi, je l'ai remarqué. Tout comme, et encore une fois, tu vas avoir des filles comme toi, comme moi, qui montent des business un peu. Et puis, tu vas avoir des gens qui ont déjà un certain âge, qui sont aidés du mari. Oui. Quand c'est pas du papa, ça peut être du mari. Et c'est très bien, tant mieux. Je veux dire, tant mieux. Moi aussi, parfois, ça m'arrangerait bien. Je dirais pas non si mon mari me disait, tiens chérie, mais juste, c'est pas pareil. Donc toi, quand tu vas aller parler à cette personne, elle a pas forcément la même expérience. Et peut-être que ça va te faire te sentir, toi, encore plus seule. Parce que tu vas dire, en fait, on est toutes les deux entrepreneurs. En fait, il y a que moi qui me sens comme ça. Mais qu'est-ce qui va pas chez moi ? Ouais, cette trouille viscérale, moi, j'ai vraiment cette peur de manquer d'argent parce que... Parce que tu dis, je suis toute seule. Donc, comme tu n'as pas le perspective que ça va finir d'être toute seule parce qu'on ne connaît pas le futur, donc on se dit toujours, si ça se trouve... Donc, tu veux, c'est pas que tu veux accumuler, mais tu veux être sûr que tu seras OK. Je suis dans la dynamique de me dire, meuf,
Si ça arrive, imaginons dans Ah oui, 4-5 c'est ans pas un et que vous restez 10 ans ensemble et qu'il te largue, non, mais ça doit pas être un su facteur dans l'équation, en fait. ça ne doit pas être un facteur Voilà. dans l'équation, mais j'en arrivais à me dire ça pour me Ah rassurer oui, quelque oui, oui. part, tu vois? Alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est justement de trouver des personnes, donc il y en a pas des masses, mais regarde, toi, Mmh. j'ai d'autres copines qui ont j'ai même une copine qui a vraiment un système similaire au mien avec plateforme, c'est Mmh. pas fitness, mais c'est une autre, OK. et où là, ce sont des personnes de confiance. Ouais. Donc parfois même je peux lui dire: «Mais là tu vends là?» Genre: «Ah Mmh. non, moi c'est cata», ou je vais dire: «Mais tu vends là?» Ou elle va me dire: «Ah ouais, moi là c'est super». Alors là, tu vois, je peux me dire: «Ah alors pourquoi?» Tu vois? Donc au Mmh. fil des années, il y a eu ces personnes où il faut que tu te trouves, même si c'est une personne, 2 personnes, où vraiment en fait ce sont Mmh. des amis qui ont, alors c'est pas facile à trouver, mais où J'en ai. Ouais. tu peux même, ça peut être des nouveaux amis, mais qui ont un peu ce même besoin aussi d'un Mmh. certain côté de pouvoir Mmh. être vrai et de pouvoir poser des vraies questions. Par exemple, avec ma copine, on a des systèmes similaires, donc c'est pas de la compétition directe, mais ça pourrait, c'est pareil, on vend des abonnements, tu vois, ça pourrait être pensé comme une sorte de compétition. Mmh. Jamais on s'est dit ah non, moi je te dis pas mes infos. On a parfois comparé nos chiffres, on a été Mmh. honnête. Parfois c'est l'une où soit business va mieux, parfois c'est l'autre. Et on apprend, on essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce que tu as mis en place, et on s'est toujours échangé les informations, Ouais, c'est en fait. génial, c'est tellement Ouais, précieux. on s'est pas dit «Ah bah non, moi j'ai fait ça, ça a marché, je vais pas lui dire», et c'est très difficile à trouver, hein, parce que Mmh. j'en ai eu où j'ai cru que c'était ça et en fait grosse déception. Ah Ça ouais? m'est arrivé aussi une Que fois. de ton côté, il y avait de l'honnêteté que de ton Que côté? il y avait, alors après, en fait, c'était quelqu'un qui faisait tellement semblant tout le temps, qu'elle faisait même semblant avec moi, alors que oui, moi j'étais honnête. Elle devait Et faire semblant envers elle-même aussi, Oui, tout elle fait court. semblant envers toutes ses clientes. Elle fait Oh semblant waouh! envers tout le monde. OK. Elle est pas dans notre pays, donc Ouais, tout va bien. ouais. Je peux, mais et donc en fait, quand moi après, moi ça a marché à force Mmh. quand ça a commencé à marcher, je dis: «Bon, maintenant moi là j'en suis là». «Quoi?» Et là elle m'a dit ses chiffres. Parce qu'avant c'était bleu. Elle me dit: «Mais moi j'ai même pas X clients sur ma plateforme». Et je dis: «Ah, parce que si tu aurais vu c'était l'inverse de moi. En fait, moi je dis peu, mais je fais, donc j'ai Ouais. toujours l'impression que, et en fait, quand je parle à des gens qui disent beaucoup, tu te rends compte qu'en fait, il y avait pas grand-chose derrière, et c'était pas grave, je veux dire, et elle se moquait de mes systèmes parce que je fais des challenges courts. Elle disait: «Mais qui fait du sport pour 20 Ah ouais. minutes? Qui fait du sport Oh, 10 c'est minutes?» Mais je disais, négatif! et un jour, j'ai dû lui dire: «Écoute, arrête de te moquer, tu n'as Ouais, qu'à pas le faire. Moi, je te ouais. dis que ça marche, ne le fais pas, mais arrête Ouais, de te moquer». c'est clair. Un jour, je lui ai dit: «Eh ben, on se parle plus». Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Que des challenges comme moi, 10 minutes, tatati tata, tu vois? J'ai dit: «Bah, très bien». Même pas le truc de dire: «Tu avais raison, ça marche ton truc, merci pour l'info», Faut tu vois? lâcher avec ce genre de Bah, truc, mais complètement il y a lâché. bien 24 heures où on est en mode: Ouais, ouais, comme ouais, je ça, dis: bah oui. Toi, juste, j'aurais bien voulu Ah ouais, juste le bon». c'est terminé, quoi. Donc ça, voilà, il y a eu cette personne, mais en retour, j'ai d'autres personnes. Donc je pense que c'est Mmh. hyper important. C'est pas Ouais. facile à trouver, mais plus tu vas aller dans des trucs où il y a des entrepreneurs, des trucs, peut-être tu vas bien t'entendre avec quelqu'un. Il y aura quelqu'un avec qui tu peux être honnête, parce Mmh. qu'elle-même est heureuse de pouvoir être honnête avec quelqu'un. Ouais, ouais, je l'ai, hein. Je mentirais si je disais pas que je suis Ouais, hyper bien entourée. bah voilà. Je pense que c'est vraiment j'insiste de moi à moi, tu vois? Où j'ai toujours peur de déranger. Et oui, et j'ai peur de demander de l'aide parce que je veux surtout pas déranger, et donc souvent je suis celle qui va aider, Mais et j'ai pas commencé à retravailler dessus, et par exemple, je pense à Manon Luga que j'ai reçue dans le podcast, qui est une amie, qui spontanément m'a dit: «Bah, attends, je connais la nana de Spotify», et qui a envoyé un mail pour nous mettre en contact. ah ouais, Mais tu peux pas savoir à quel point ça m'a scotché, quelle parce que c'est quelque chose que spontanément moi je ferais, mais j'ai encore du ouais, mal à à accepter. demander. Ouais. Ou à accepter. Faut Mmh. savoir demander. Ouais, maintenant, j'ai appris à demander. Moi aussi, je suis comme toi au départ, hein. Puis j'ai été éduquée comme ça, Ouais, à ouais, ouais, appeler. à fond. «Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que tata?» C'était la Ouais. première phrase, Oui, tu vois? oui. Ouais. Ah, et moi, j'ai remarqué que personne, toi, tu disais ça aussi au Ah, moi téléphone? j'ai appelé il y a 2 jours, je crois que c'était, le toiletteur, un truc comme Ouais. ça, j'ai: «Pardon «Excusez-moi de de vous vous déranger». déranger». Bah ouais, tu cliente. Non mais Non, c'est mais ouf! voilà, non, mais pareil. Donc bref, donc tu vois, c'est là déjà, t'es éduquée, «Ne dérange pas». C'est rigolo, tu Vous vois? demandez pardon, enfin tu vois,
Si, c'est marrant. Mais maintenant, tu vois, on a un ami en commun, Greg. Greg, maintenant, je lui demande des trucs, quoi. Salut, Greg. Et puis avec Greg, on est super honnête aussi, tu Ouais, vois. voilà, exactement, par exemple. C'est quelqu'un qui sait vraiment écouter, qui a toujours de bons conseils, qui est toujours posé, voilà, d'avoir des personnes clés comme ça. Et en fait, moi, maintenant, je demande. Et puis, de toute façon, si c'est non, c'est non. Moi, je fais tellement aussi pour les autres que j'ai plus honte parce que peut-être que eux me demanderont et je ferai mon possible pour aussi le faire. Donc en fait, il faut que tu dises que peut-être qu'un jour ce sera cette personne qui te demandera. Donc toi aussi tu as des choses à lui apporter. Donc c'est pas à demander comme si tu étais complètement s'il te plaît, voilà, c'est au fait et ça te paraît normal au bout d'un moment parce que tu remarques qu'en fait les gens qui réussissent, ils sont comme ça, bien sûr qu'ils aident leurs amis. Il y a aussi la réalité, lorsque tu lances ton projet d'entrepreneur, même si tu es entouré de plein de monde, comme tu le disais, un conjoint ou plein d'amis, etc., au départ, tu te sens aussi très seul à croire en ton projet. Et ça peut être extrêmement compliqué parce que c'est là où tu as besoin d'avoir un village et tu l'as pas encore. Ouais, alors encore une fois, il y a... alors, ça peut dépendre. Par exemple, moi, j'avais la chance d'avoir un père entrepreneur, donc dans ma famille, tu vois, il croyait dans mon projet. Je veux pas te dire, je vais pas inventer que ma famille croyait pas dans mon projet. Ouais. Mais ça ne change rien au fait que quand tu vis à des milliers de kilomètres et que ils ont cru en ton projet, mais ton projet il a largement changé de trajectoire et qu'en fait maintenant t'as essayé de faire, si tu peux, tu vois, c'est un peu, moi j'ai fait une solution de secours quand mon business s'est effondré à cause du Covid. Et puis toi, t'as tout perdu. Je te coupe, mais je pense que c'est important d'en reparler, même si on en avait parlé dans le premier épisode. Ouais. T'étais dans une ascension fulgurante et tout d'un coup, tu perds tout, mais la solitude. Ouais. Ça c'était horrible, l'injustice, tout ça que j'ai ressenti. Donc là, tout d'un coup, ce projet-là, c'était une roue de secours, mon projet de plateforme en ligne, parce que c'était pas ça mon projet d'origine dans lequel tout le monde croyait en fait. Donc ça, et puis j'ai dû le mettre en place vite. C'est vrai qu'il y a des moments où et puis t'as presque honte de le dire parce que tu te dis que si tu dis j'hésite, j'ai des doutes, tu as peur que tes proches aient peur pour toi. Oui. Donc moi je suis pas la personne la plus confiante, donc j'ai jamais dit ah non mais ça va cartonner mon truc, j'ai jamais pu dire ça, je dis pas ça en fait, c'est pas du tout quelque chose. Donc ouais, tu peux te sentir seule là-dedans et puis et c'est vrai que comme la plupart des gens encore une fois n'ont pas la même case risque que nous les entrepreneurs on peut avoir. J'appelle toujours ça la case risque, on doit avoir une case risque qui est plus développée dans le cerveau. Moi j'ai une case en moins déjà de façon certaine. T'en as une en moins pour mettre celle-ci à la place. Merci, Julie. Mais c'est vrai que l'aversion au risque est énorme, et surtout dans la société française, parce qu'on est une société vraiment de salariat. C'est comme ça, la société américaine est beaucoup moins averse au risque. Ça, c'est vraiment très sociétal. Mais oui, c'est très difficile de se sentir bien entouré quand toi, au départ. Donc là, il faut juste être blindé, quoi. Il y a un moment, au tout début, je pense, il faut dans cette solitude où on va rester seul. Il faut mettre des œillères parce que sinon, c'est dur de trouver des gens qui croient en toi, en fait. Tu l'as surtout au début. Toi? Alors moi, j'ai été dans un tunnel complètement pendant des mois et des mois parce que j'avais le temps d'écouter personne. Parce que si cette plateforme, j'avais plus de plan B, alors que c'était une trajectoire qui faisait sens avec ma carrière, que pour moi de danseuse, j'avais commencé à 15 ans, qui était de tout faire pour ne pas travailler dans un bureau un jour. Depuis que j'ai 9 ans, j'avais dit à ma mère à 4 ans, maman, moi je veux pas travailler dans un truc. Ouais, à 4 ans, ma mère m'a dit, tu m'as dit, moi je veux pas être comme vous où tu vas au travail tous les jours à la même heure. Alors que moi, à 4 ans, je voulais être coiffeuse, archéologue et danseuse étoile. Ma mère m'a dit, c'est marrant, tu m'as dit ça, et j'étais vexée parce que ça voulait dire, je veux pas être comme vous, quoi. Mais je lui ai dit ça, toute petite, en maternelle. Mais en maternelle, tu pensais déjà limite à remplir tes impôts, quoi. Ouais, c'est fou. Ma mère m'a dit ça récemment. Enfin, il y a quelques années, elle me fait, mais de toute façon, toi, on rentrait de l'école un jour et tu m'as dit, moi, de toute façon, maman, je veux pas être comme vous, à aller au travail tous les jours à la même heure. Oh, c'est dur. Donc elle dit, moi, j'étais vexée et tout. Je me rappelle pas du tout avoir dit ça, mais enfin, ma maman ça s'en rappelle très bien. Donc, enfin, je te permets pas. Donc, si tu veux, voilà,
ce truc-là de... Ouais, de pas le choix, parce qu'il y a pas de plan B. De pas le choix, en fait. Donc, ouais, là, j'ai dit, OK, mon premier plan, qui était mon plan unique et dans lequel c'est effondré. Ça, c'était le plan B. Là, il y a plus de plan C. Le plan C, c'est tu vas travailler dans un bureau. Ce qui est pas, encore une fois, ce qui est pas du tout une critique et tout, c'est juste quelque chose que moi, je sais depuis petite que je ne suis pas capable de faire. Et c'était pas une option, en fait. Puisque je me dis, j'ai pas pu travailler la danse classique, c'était trop dur. Depuis que j'ai 15 ans, tout ça, non, c'est pas possible pour moi, c'était. Donc, en fait, j'ai fait comme ça. Et là, j'ai été seule, mais j'ai pas eu le temps de le réaliser. C'est après que j'ai réalisé. Tu vois, j'étais seule, mais en fait, des fois, il faut même pas écouter. Tu t'es obligé de tout donner parce que si tu commences à douter, à regarder à droite, à gauche, c'est fini. Ouais, cerveau reptilien, quoi. Ouais, exactement. Pendant 6 mois, j'ai shooté mon contenu, j'ai lancé cette plateforme et après, j'ai fait « Ah, qu'est-ce qui se passe avec cette plateforme ?» Et là, j'ai continué à la construire. Et elle était une toute petite partie de ce que je faisais et maintenant, c'est devenu 80% de mon revenu, si tu veux. Mais avant, ça gagnait ça, après ça gagnait ça, après ça. Mais il y a eu des moments très durs de solitude, très difficile à me retrouver chez moi parfois, mais en larmes, en plein milieu du lundi à 15h, à me dire, mais en fait, il y a eu plein d'injustices, tout s'est effondré, c'était pas de ma faute, c'était le Covid, j'aurais jamais pu le prévoir, ça, j'ai pu le prévoir pour plein de trucs qui puissent arriver, mais pas celui-là. Et je me retrouve alors que j'avais tout bien fait, etc. Et là, tu te sens seule parce que tu te dis, j'ai voulu faire un truc bien, j'ai voulu prendre un risque, il y avait pas de raison, tu vois. Et boum, je me retrouve comme ça. Donc ça, c'était des moments, qui ont été très durs. Il y a eu des moments où, personnellement, je me suis dit, waouh, tout ça, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Il y a eu des moments où je me suis posé la question. Il y a un truc qui est tellement intéressant dans ton histoire et qui me fait beaucoup de bien, c'est qu'aujourd'hui, tu as une grosse réussite, mais qui s'est construite malgré tout dans la lenteur. Ouais. Et on entend tellement de discours de... j'ai fait 5 millions en 6 mois, j'ai vendu et j'habite à Dubaï. Ouais. Et je me suis refait faire les dents. Et autres. C'est quoi autre? Moi, je sais pas. J'ai une vision pas catholique. C'est pas grave. Vous êtes pardonnés. Tout ça pour dire que... Oui, cette réussite fulgurante, sublime, etc., qui est aussi compliquée avec ses aléas. Moi, je sais que la leçon, ça s'est vraiment construit dans la durée et je continue de me dire, mais c'est pas possible. Tu vois, en ce moment, j'ai envie que la leçon prenne un tournant. J'ai envie de faire de la télé, j'ai envie d'être chroniqueuse, j'ai envie d'un truc comme ça. Ouais. Ça fait des années que je tente. Des années qu'il y a des opportunités qui finalement ne se font pas. Et j'étais au téléphone il y a 3-4 jours avec ma mère. Je disais, mais je mets tellement d'énergie dedans. Il y a un moment où ça va venir, mais putain. Ouais, et puis tu sais pas quand c'est. Ouais. Quand? Et ça met du temps, il faut pas lâcher et je continue d'y croire et je sais que, tu vois, il y a dans mes tripes, j'aime ce que je fais, donc je pense qu'il faut continuer. Mais qu'est-ce que c'est dur quand ça prend du temps et cette solitude-là. Alors, c'est dur quand ça prend du temps, sauf... Comment dire? J'ai la chance, mais je pense qu'en fait, ça peut servir à tout le monde. La danse classique, c'est quelque chose de très ingrat. Tu peux travailler, t'as mal partout, tu te fais engueuler, y a rien qui va, tu te trouves moche, tu te trouves horrible, tu te trouves grosse, tu te trouves ceci, tu te trouves cela toute ta vie, t'es devant un miroir et tu dis mais je suis horrible, mais enfin, tu trouves ton lobe de l'oreille horrible. Je veux dire, c'est vraiment... Et tu travailles malgré tout. Et puis, quand tu es dans des petites écoles, tu as un spectacle à la fin de l'année. Et tu travailles toute l'année pour... C'est pas, tu as des matchs en compète au cours de l'année. C'est vrai, c'est vrai. C'est de septembre à juin. Et à la fin, c'est quoi? C'est ta petite danse avec un groupe de filles de 3 minutes. Et puis, basta, ciao, bonnes vacances. Quand tu es petit, déjà, on doit t'apprendre, c'est ça. C'est le travail toute l'année pour le spectacle à la fin de l'année. Donc, déjà, tu t'apprends sur le temps long. Et puis ensuite, quand tu es danseur un peu plus avancé, disons, si tu es là,
tu travailles, c'est les cours, les répètes, les cours, les répètes. La relation répétition et cours à temps sur scène, elle est mauvaise, si tu veux. Donc, tu apprends que et puis, tu peux aussi travailler et ne jamais réussir à devenir pro, alors que, voilà, tu peux ne jamais être pris dans une compagnie. Et ça, tu n'as pas le temps d'essayer. Je veux dire, si tu n'es pas là à 20 ans, c'est pas comme si tu dis non, mais c'est pas grave, j'ai 10 ans de moins. Tu es obligé d'abandonner parce que, c'est pas à 30 ans qu'on va te donner un job si on ne te l'a pas donné à 20. Donc, tu as cette notion que si ça se trouve, tout ce que tu fais, c'est pour rien. C'est sadomasochiste. Complètement. Mais moi, ça m'a aidée. Ouais. D'un certain côté. Bien sûr. Parce que... Et donc, le temps long d'avoir construit mes clients, d'avoir construit ma communauté Instagram qui ne grandit que très lentement, pendant qu'il y en a qui sont arrivés, qui ont été à 300 000 followers. Ouais. Moi, je suis là avec peine à être à 60 000, etc. Ouais. Tout ça, c'est lent. Mais pour moi, en fait, c'est les fondations. Est-ce que tu veux un maçon qui prend son temps à faire les fondations de ta maison ou un maçon qui tac, allez hop, c'est bon, on passe au 2e étage. Et moi, je le vois vraiment comme ça. J'ai jamais voulu accélérer. J'ai jamais voulu faire les choses plus facilement. Parce qu'en fait, pour moi, tout ce qui est volume, que ce soit avoir plus de clients, avoir plus de trucs, c'est pas forcément... ça veut dire baisse de qualité très souvent. Je suis trop d'accord. Et donc, en fait, moi, c'est mon perfectionniste qui refuse. Donc, tant pis. Alors, moi, je compare souvent à ça, et encore une fois, ça peut paraître... oh non, mais elle se prend pour qui, hein, mais on est obligés, hein, les gars, de se parler. Enfin, si t'as vu le film Michael, t'es obligé. T'as pas vu le film de Michael Jackson? Non, pas encore. Ah, il faut que tu ailles. Bref, Ah ouais? Voilà, il est obligé il se regardait, je suis le meilleur. Voilà, on est obligé parfois de se motiver. Quand on me dit ouais, mais Julie, ça va pas assez vite, parfois, hein, oui, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse là comme tout le monde. Bah moi, sur le fitness, le avant-après, le machin, c'est toxique, jaune fluo. Je suis là, mais moi, c'est pas ça que je vends. Je vends de se sentir... Enfin bon, bref. Et comme certaines filles dans le fitness qui sont très connues, dont on a parlé pendant des années, qui sont dans Balance ta Startup, qui ont des trucs de management toxique dans tous les sens, qui ne respectent pas leurs clients. Alors oui, c'est 5 € par mois et elle a 1 million de followers sur Instagram. Et voilà. Moi, il y aura pas management toxique. Voilà, tu vas pas me dire mes clients, c'est je les adore vraiment, oui, c'est vraiment. Enfin, donc voilà, donc c'est lent. Bah oui, c'est lent parce que moi je m'occupe des clients. Mes clientes, mes élèves, d'ailleurs, je les appelle, c'est pas mes clientes. J'espère que j'essaye de tout faire pour qu'elles soient bien. Je donne un peu plus, même en valeur, tu vois, de ce à quoi elles ont accès. Bon, c'est beaucoup parce que je suis là, je réponds, machin. Ouais, t'as une vraie relation avec elles. Ouais. Et tu vois, si je suis transparente avec moi-même, là, je crois que je me sens enfin prête à être réellement chroniqueuse. Alors, lorsque j'intervenais sur 50 Minutes Inside, objectivement, je me trouvais assez bonne. Ouais. Voilà, tu vois, Oui, j'ai vu. je suis capable de dire aussi quand c'est bien. Ouais. Mais c'est fou, meuf. Ça fait 8 ans que j'ai le podcast. Et c'est la première année où maintenant, ça y est, je me sens tu vois, bien dans ma peau, dans le sens où avant, je stressais. Mon Dieu, chaque interview, j'étais un petit peu intimidée. Maintenant, je suis sereine. Ça, maintenant, c'est mon cocon, c'est mon espace safe. Ça aura pris 8 ans. Mais ouais, mais moi, en fait, je trouve ça normal. Mais en fait, c'est une société qui ne veut pas ça, qui veut pas... moi, je te dis déjà félicitations. Et moi, je trouve ça normal. Avant, on est des gamines, 28 ans... Je suis tellement d'accord. Et si j'insiste à chaque fois sur ces aspects un peu de moins bien, c'est justement parce que j'ai pas envie qu'on ait une image de moi. Oh là là, non, je suis une humaine comme tout le monde et c'est pour ça aussi que je partage ça avec toi. Mais je suis hyper d'accord. Et puis quand on a de l'ambition, on regarde toujours en haut de la montagne. Effectivement, on se retourne pas. Et je pense que c'est un peu dommage parce que ça nous permettrait peut-être d'être un peu plus douce envers nous-mêmes. Il y a Tara Tata. Ouais, complètement. Elle est en train de faire son nid. Son terrier. J'ai un invité qui m'avait dit elle cherche de l'or, des diamants. Mais peut-être. Ouais, ce serait pas... Bon, Tara, creuse plus fort. Non, mais complètement. Et moi, je trouve ça normal. Attends, comment tu veux... Parce qu'en fait, comment veux-tu être un expert en quoi que ce soit à 22 ans aussi? T'as une expertise au bout d'un moment. T'as une solidité dans ce que tu fais. Tu ne peux pas l'avoir. Alors, si des gens, tant mieux, ont réussi à créer une boîte avec une idée de génie et à la vendre à 24 ans,
superbe, Mmh. c'est génial. Mmh. Ça représente une très faible partie de la Mmh mh. population, mais en plus, dans un domaine où tu dois te former, et quand je dis former, c'est pas tu dois aller à des formations avec un papier, un crayon, c'est faire. Mmh. Se former, c'est faire pour moi Mmh. aussi. Par exemple, moi, quand j'ai calculé que j'avais donné 8 000 cours dans ma vie et quand je vois toutes ces filles qui s'inventent, profs de sport là, les Ah coachs, oui, oui, oui. je dis: «Bah, faites, mais moi les 8 000 heures que j'ai mis Mmh à donner mh. des cours, vous ne pourrez jamais les rattraper». Parce Mmh. que j'ai commencé ça Mmh. à 20 ans Mmh. et que je donnais 30 cours par semaine et qu'il y a très peu de gens qui ont Mmh. à avoir la motivation, l'ambition et Mmh. la force de travail de pouvoir faire ça. 30 cours par Non semaine. mais laisse tomber, je sais pas qui était cette personne. C'est hallucinant parce qu'en plus, petit aparté, mais même aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de remplir son planning tellement il y a de cours. Donc, c'est un exploit à 2 niveaux, quoi. Oh merci, non Vraiment. honnêtement, c'était, incroyable et puis c'était ça me paraît être une autre vie, un autre film, une autre cassette. Je Ouais, suis à l'ancienne, ouais, ouais. une autre VHS. Avec tu Ma fille rembobines, sait c'est même ça? pas, je rembobine, rewind. Hem, donc oui, pour moi, l'expertise, tu veux être un expert, tu veux être respecté, tout ça, ça se construit dans le temps et moi, je ne Mmh. ferais pas confiance à, une médecin de 22 ans, parce que ça n'existe pas de toute façon. Je ne ferais tu vois? Et c'est Mmh. normal, en fait, c'est parce Mmh. que chaque âge de vie, a son truc. Mmh. On n'est pas un expert dans la vingtaine. On peut Mmh. être bon dans ce qu'on fait, mais on n'a pas encore tous les outils. Ah, dans la trentaine, je commence là à Ça vraiment être commence à rodée. faire du bien Et c'est bien. ah ouais, ça fait du bien quand on commence un peu à lâcher et à se dire: «Je suis assez sûre de moi sur ce sujet». Oh, Ouais. ça fait Je suis tellement de complètement bien. d'accord. Maintenant, Ah ouais. quand je travaille, parce que j'ai la chance de travailler avec beaucoup de belles marques, des Mmh. marques de luxe, des Mmh. hôtels de luxe, parce que c'est ma niche. Mmh. Au début, j'y allais peut-être un peu plus, stressée parce que Mmh c'est mh. une clientèle, bon, New York m'avait bien formée, avec ça, Oui, mais c'est impressionnant. mais voilà, c'est quand même impressionnant. Tu arrives, maintenant, on m'appelle, oui, d'accord, je me pose Mmh. plus la question de si c'est stressant ou non. Mmh. Il faut que je fasse mon truc, comment faire pour que ce soit bien et c'est super et ça c'est un sentiment qu'on peut pas s'imaginer avoir Ouais. quand on est plus jeune. Oui, c'est vrai, c'est Tu t'es vrai. pas imaginé que tu te sentirais comme ça, mais c'est un Surtout, tu sais, tu es en apnée permanente de faire semblant de voilà. Au savoir. bout d'un Ah moment, ouais. il y a plus ça et ça, c'est génial, mais ça prend du temps donc il faut laisser le temps au temps, mais c'est pas fashion de dire ça, mais moi, je m'en fiche, je suis pas fashion. Moi, je suis à l'ancienne. Sur le trottoir, les fashion. Ah oui, c'était quoi sur le trottoir? C'est moi ça, cette dame. J'adore ce truc. Tu fais pas ton âge, si je peux me permettre. Merci. Pour conclure sur ce sentiment de solitude dans l'entrepreneuriat, ça fait vraiment du bien de parler avec toi parce qu'on se rend compte, bon, déjà évidemment qu'il y a des solutions. Tu parlais des clubs d'entrepreneurs, et cetera. Moi, je te racontais hors micro que je me suis trouvée à un café pas très loin de chez moi. Au départ, j'y allais toute timidement avec Tara, mon chien, ça s'appelle Cozy, j'ai fait mon anniversaire là-bas jeudi. Ah! J'y allais toute timidement et puis ils aiment tellement les chiens que à Trop chaque fois ça simple. me Il eh parle. oui! Et Tara était tellement heureuse, j'ai commencé à y retourner et maintenant je me sens safe avec des gens qui chaque jour, même si j'y vais pas, me font: «Salut Paulette!» Ouais, ça me donne le mais c'est sourire ça. et en fait, je suis en train de me recréer un petit quotidien qui me manquait affreusement. Bah, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Bon, déjà, on va pas parler du chien comme, le meilleur ami Ouais. qui en plus les gens viennent te parler quand tu as un chien. Enfin, c'est Ouais, voilà, ouais, puis ouais. c'est un amour qui est tellement fort, Mmh. qui est tellement difficile à expliquer aux gens qui n'ont pas de chien, mais on fera Ouais. un autre podcast Oui. là-dessus. Comment expliquer aux gens qui n'ont pas de chien? Mais voilà, donc c'est vrai que quand tu as ton chien, tu es jamais déjà vraiment seul, donc c'est Mmh. aussi, Ouais, je dis pas que c'est une solution, c'est vraiment. pas pour ça qu'on prend un chien. On prend un chien parce qu'on a voilà, on aime les Mmh. animaux, et cetera. Mais il y a quand même ça et au-delà du chien, parce que c'est une aparté, mais L'aspect un aparté. communauté. Mais l'aspect communauté, tu Mmh. peux le trouver, voilà, en allant dans le café et tout Mmh. le monde, te connaît Mmh. et donc il y a ces petits moyens et en effet, moi maintenant, ça m'est pas c'est vrai que bon, j'ai la chance que voilà, ça me soit passé ce truc de Mmh. de solitude parce que, pour ces raisons-là, finalement, je connais des gens là, là, Mmh. là, et ça, c'est vachement important de sortir. Tu
tu peux ne pas travailler de chez toi. Même si on travaille de chez nous, tu peux te dire, il y a des gens à Lisbonne où j'habite, tu peux faire un cowork 2 fois par semaine, tu payes un comme moi, je voulais faire ça. Puis finalement, je suis jamais là parce que je voyage tout le temps pour le travail. Mais je m'étais dit, allez, lundi, mardi, c'est mes jours au cowork. Tu vois, Je crois que le terme, c'est tierce-lieu, c'est ça? C'est peut-être. c'est entre la maison et l'endroit où tu travailles habituellement. Alors nous, en plus, pas de peau, c'est à nouveau la maison. Il y a ce lieu un peu à part où tu as tes petites habitudes qui font du bien. Ouais, où Et t'arrives, tu ils vois savent ce que tu commandes. Ouais. Tu vois, ils vont avant que tu te dises, ils vont te dire latte au lait d'avoine. Et Je dis, dirty chai, oui, lait toi, c'est dirty d'avoine. chai. Heureusement d'ailleurs que c'est pas le bar en mode un canon de vin oui, rouge. là on serait dans un autre état pendant ce Je podcast. vous recommande pas du tout Bon, ce genre alors. de tierce-lieu. Bon alors Pauline, Je sais plus ce que je voulais on en dire. était où Non, nous on est Nous, on healthy. est dirty chai latte, Bah oui. décaféiné à partir de 15h. Donc voilà, et ça me mais je me sens tellement mieux dans ma peau, et vraiment, 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 je recommande ce petit truc-là, se créer des sortes de micro-habitudes. Ça peut être 10 minutes de conversation dans la journée avec ton primeur, tu ressors, t'as le sourire, et ça a totalement shifté ton énergie. Complètement. Et voilà, enfin, je veux juste le conseiller à toutes. Je sais pas si c'est pareil pour les hommes, peut-être. Oh si, Si, bah, c'est tu pareil sais, pour tout le de vraiment conseiller ça aussi, de se lâcher la grappe. Je dis toujours d'attendre, tout n'arrive pas. Tu regardes tous j'ai eu de la chance d'aller à l'école en entrepreneuriat aussi. Et donc, ça m'a appris des choses que, tu vois, je sais pas moi, les Warren Buffett, les Steve Jobs, etc., ils n'ont pas réussi à 30 ans, tu vois. Donc, puis il faut échouer avant de réussir. Donc, tu as aussi ça n'est... Ou alors, si tu as réussi tout de suite, tu vas échouer ensuite. Il y a forcément un échec, si ce n'est plusieurs. Donc, faut pas être trop pressé, en fait. Faut que tu aies le temps d'échouer et de te remettre de cet échec. Et là, tu peux réussir. Donc, faut pas faire dans la précipitation. Et pour l'entrepreneuriat, le temps est long, à mon avis. Pour moi, c'est quelque chose qui se construit. En fait, pour moi, la courbe salariale, en fait, fait comme ça. Tu montes en grade, tu vois, au fur et à mesure des années. tu changes comment de on dit, poste, tu changes de poste, ouais. voilà, tac. Bon, tu vois, je sais même pas. Non, mais comment t'es promu, machin. Et l'entrepreneuriat, pendant que le salariat fait ça, si tu veux, là, tu vois, c'est la vingtaine, la trentaine, l'écart se creuse. C'est pour ça que tu te sens seule avec tes amis salariés, parce que parfois, elles gagnent X et toi, t'es là, bon, les filles, je peux pas vous suivre pour les vacances en Grèce. Et hop. Et puis, en fait, après, l'entrepreneuriat, à un moment, c'est comme, tu vois, alors, l'autre continue de monter, pardon, mais tu vois, c'est possible, et le but, c'est pas de dépasser, c'est pas ça. Mais en fait, nous, on est plus à plat, et le bond est plus, je pense, le bond est plus soudain et un peu plus abrupt. Mais la courbe est très plate pendant longtemps, parce que les constructions sont différentes. Là, les fondations prennent vraiment du temps dans l'entrepreneuriat, et ça, je préfère dire ça, même si ça fait ouais, mais parce qu'en fait, j'avais lu un livre, un truc super intéressant. Petite side note, mais ça aide l'entrepreneur. C'était un général de l'armée américaine qui disait, il s'était fait enlever dans je sais plus quel pays, on va dire n'importe, en Afghanistan. Toute sa team, toute son squad, Casual. ils s'étaient tous fait enlever. Okay. Et ils étaient donc mis en prison, mais c'était pas en Afghanistan. On s'en fiche. Et il dit, il y avait 3 types de personnes. Il y avait ceux qui disaient, laisse tomber, on va jamais sortir, c'est mort, on est fichu. Il y avait ceux qui disaient, mais non, c'est bon, on est largement sortis à Noël. Il y avait ceux qui disaient, non, on n'est pas sortis à Noël, là, on est là pour un moment, les gars, c'est chaud. Je suis comme ça, moi. Et ben, tu sais qui en fait avait qui résistait mieux à Ceux qui sortent à Noël? Non. Ah bon? Ouais. Qui? Ceux qui disaient, non, les gars, on va pas de sortie. Parce que, en fait, les optimistes vivaient beaucoup moins bien cet état d'être otage Intéressant. que les réalistes. Je sais plus pour les pessimistes. Les pessimistes, ils sont plus dans le truc. Mais les pessimistes, ils sont en dette. Ils sont depuis le départ. Parce que pour en avoir côtoyé. De toute façon, ils sont pas entrepreneurs, les pessimistes. Non. Voilà. On les embrasse. Non, on vous adore. De loin. C'est drôle parce que moi, je suis quelqu'un de très optimiste.
Et à la fois, tu vois, à chaque confinement, etc., j'étais la première à l'avoir prédit 3 mois à Et l'avance. J'ai du mal à me positionner. Et le même truc du confinement, on avait un groupe de tous les studios de fitness de Paris et au deuxième confinement, ils étaient là, non mais c'est bon, ils nous ont fermé tout de suite, nous, au deuxième confinement, avant tout le reste. Non mais c'est bon, ils ont dit que c'était que 10 jours. Et j'ai écrit ce mot. Non mais les gars, vous n'avez pas encore compris qu'on est les premiers à fermer, les derniers à rouvrir. Oui. Si on rouvre en février, on a de la chance. C'est marrant, j'avais dit ça. Ouais, non, t'es négatif. Ils m'ont dit t'es négatif, c'est pas vrai, faut pas dire ça, tatati tata. Résultat, moi, j'ai quitté mon studio, j'ai coupé l'hémorragie parce que j'ai fait oulala, non mais moi c'est bon. Combien de studios ont tenu et ont fermé après le Covid parce qu'ils s'étaient endettés des mois et des mois et des mois en disant mais non, mais tout va bien aller. Alors, faut pas se dire c'est la catastrophe, j'ai tout perdu, parce que dans ce cas-là, tu t'en sors pas, tu t'as pas la capacité. Si t'es quelqu'un, non, je vais jamais m'en sortir. Faut pas être drama queen, faut pas être négatif. Mais il faut être, ah non, mais là, c'est un peu la mouise quand même. La merde, carrément. J'ai le droit de le dire, non, j'essaie d'être polie. Mais c'est trop bien, c'est un podcast. Tu sais que j'ai le E à côté de mon podcast sur iTunes comme Eminem, quoi. Ah, bravo, tatati. Bravo, félicitations. Donc voilà. Donc ce sont les réalistes qui s'en sortent le mieux. Donc dans une situation critique. Toi et moi, on est pas mal alors. Nous on n'est pas utterly, je sais pas comment dire, on n'est pas excessivement négative. Non, pas du tout. Mais on n'est pas, moi je suis pas quelqu'un de assez drôle parce que les gens me disent quoi toi? Mon énergie est positive. Ouais. Même si ça va pas du tout et je me force raison, pas. c'est ça en fait. Je suis pas quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un de positif. Je comprends la différence. différence. Tu vois, je suis pas du tout moi optimiste. Enfin, comment dire, je suis pas. Ouais, t'es positive dans le dans mon énergie. Ouais. Mais par exemple, je peux être très mal, mais mon énergie sera rarement négative. Je suis en train de réfléchir aujourd'hui. Dès que j'ai une proposition, une opportunité, je suis ravie qu'elle se présente. Je suis absolument pas en train de me dire que ça va le faire. Je suis en mode, on verra. parce que si tu essuies un échec plus tard, tu seras pas au bout du fond du trou. Tu diras ok next en fait c'est pas la grosse panique. Donc c'est ça qui est important. C'est très important c'est un peu garder la tête froide. On dit ça, c'est ça. Ouais. Et ouais, maintenant, t'es à Lisbonne, c'est tellement international. 80 pays dans lesquels tu as donné des cours. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Alors non, dans lequel j'ai pas voyagé autant. Mais j'ai donné des cours sur tous les continents. Ah, c'est trop stylé, ça. Ouais. Ah ouais, donc ça, je suis contente. Merci, ma Julie. Mais merci à toi. On peut te retrouver partout dans le monde, on l'aura compris, avec ton studio The Studio by Julie Granger et cette belle communauté que tu t'es construite. Merci d'avoir parlé avec moi de ce statut un peu particulier, un peu indéfinissable qu'est celui du solo-entrepreneur. Solopreneur, on dit, je crois, j'ai vu ça. Des ups, des downs et puis de la sincérité, quoi. Ouais. Et de l'espoir. Et de l'espoir. Mais pas trop, on l'aura compris, pour sortir du bunker. Exactement. Merci Julie. Merci à toi. Jean-Luc Douillard, un psychologue clinicien spécialiste de la prévention des risques en santé pour les chefs d'entreprise, nous partagera ses conseils pour préserver sa santé à la fois physique et mentale et agir avant que les difficultés ne surviennent. Il a notamment travaillé avec la Matmut, que je remercie de soutenir cet épisode hors série spécial entrepreneuriat de la leçon. Ensemble, ils ont créé le programme BASE, B-A-S-E, pour bilan annuel de santé de l'entrepreneur, pour aider justement les chefs d'entreprise à prendre soin d'eux et donc de leur entreprise. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de l'épisode. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Pauline. Je suis heureuse aujourd'hui de discuter avec vous d'un sujet qui, moi, me parle personnellement, la sensation de solitude quand on est entrepreneur ou auto-entrepreneur. Moi, par exemple, les 3/4 du temps, je suis sur mon canapé, solo, à faire mon montage d'épisodes, et j'ai vraiment cette sensation inconsciente par moment de manquer d'interaction humaine et donc de manquer de présence. De plus que de présence, de sensation d'être dans l'instant présent. Je suis toujours trop dans mes pensées, vers le futur ou vers le passé, et personne autour de moi pour me ramener à l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc, je suis d'autant plus ravie avec vous aujourd'hui de discuter non seulement de ce qui se cache derrière toutes ces petites sensations-là, mais aussi que vous nous apportiez 2 ou 3 conseils concrets pour essayer de pallier à tout ça au quotidien. On peut essayer en tout cas. Je vous mets une grosse pression. Non. Quand on est à son compte, et je le disais, et qu'on passe certaines journées seules, il peut vraiment y avoir une sensation d'anxiété diffuse, l'impression de ruminer, d'avoir du mal à être dans le moment présent, j'en parlais, d'avoir un petit peu de la palpitation. Psychologiquement, qu'est-ce qui se joue en soi dans ces moments-là? Alors la première chose, Pauline, c'est que je pense une énorme partie des entrepreneurs, qu'ils soient auto-entrepreneurs ou quel que soit le statut de Mmh. l'entreprise, sont des solitaires. Mais OK. quand je dis sont des solitaires, c'est pas qu'ils aiment la solitude, c'est que quand ils fonctionnent plutôt bien avec eux-mêmes, quand ils investissent sur un projet auquel ils croient, quand ils sont passionnés du sujet qu'ils traitent dans leur entreprise, quand ils emmènent avec eux un peu tout le monde, du banquier Mmh. au comptable, aux salariés, à la famille. En fait, ce fonctionnement solitaire est presque, je dirais, une compétence pour l'entrepreneuriat. Et c'est même un moteur à la créativité entrepreneuriale que d'être tranquille avec soi-même et que de fonctionner en tant que solitaire pour penser à son projet. Ça veut dire que la première chose, c'est que si on est un solitaire, tant que l'entreprise va bien, ça fonctionne bien. Mmh. Voilà. Le Mmh. temps tout seul, c'est pas un problème. Au contraire, énormément d'entrepreneurs sont bien et même extrêmement bien quand ils sont seuls. Mmh. Parce que justement, ils n'ont pas à s'occuper des autres, parce qu'ils peuvent penser à leur projet, ils Mmh. peuvent y consacrer toutes leurs pensées, ils peuvent déconnecter de temps en temps quand ils ont cette possibilité-là. Donc, première chose, c'est ça. C'est que je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont des solitaires. Le problème du sentiment de solitude, c'est que ça commence à poser un gros souci quand le projet commence à être un peu fragile. Mmh. Ça veut dire que c'est un moteur à l'entrepreneuriat et à la créativité entrepreneuriale et c'est un frein à la prévention. Donc, quand on commence à ressentir que ce sentiment de solitude pèse, qu'on est en manque des autres, qu'on Mmh. se sent seul, Mmh. que ça développe des troubles anxieux parce que petit à petit, plus on est seul, moins on a de capacité ou moins on s'autorise à aller voir les autres parce qu'on perd nos propres compétences à faire du Mais lien oui. avec les autres. Donc là, ça devient un problème. Donc la solitude ou le fonctionnement solitaire, c'est pas un problème quand tout va bien, ça devient un gros problème et ça devient vraiment un facteur d'inhibition, pour soi et dans la relation aux autres, quand on commence à être dans les moments un petit peu, plus de doute, quoi. C'est hyper intéressant ce que vous dites parce que j'avais pas réalisé ça chez moi. Effectivement, j'ai, un grand plaisir à aussi mener ma barque solo. Mais voyez, même quand je me sens bien et heureuse et épanouie, je trouve que c'est pas évident de passer des journées solo face à soi-même parce qu'on finit par être tellement dans l'intellect et même quand c'est positif, que le petit vélo continue, continue, continue jusqu'à épuisement. Ouais. Alors peut-être qu'on peut distinguer les femmes et les hommes. Ah! Sans être, discriminant, les femmes réfléchissent et se font des nœuds dans la tête, se posent énormément de Ouais. questions, ont besoin de comprendre beaucoup plus que les Mmh. garçons. Ça veut OK. pas dire que nous, les garçons, on n'a pas ces compétences-là, mais on est plus dans le faire. Les femmes Mmh, sont mmh plus mh. dans l'être. Mmh. Donc, quand on est plus dans l'être que dans le faire, eh bien, quand on est en capacité de réfléchir ou quand on est posé chez soi et en réflexion, bah, c'est des questions qui viennent plus nous embarrasser et éventuellement nous rendre plus anxieux ou anxieuses. Quand on est dans le faire, à chaque fois qu'on ressent ce type d'anxiété, on fait. Voilà, et les garçons font beaucoup plus. Ils sont plus dans l'agir et dans l'acte que dans la réflexion. Mmh. Donc peut-être il y a cette différence-là, très significative pour moi, entre un garçon et une fille, ou une femme et un homme, quant au rapport à soi et au rapport aux autres. Voilà. Ah, c'est intéressant, et comment est-ce qu'on fait alors pour adapter, cette manière de fonctionner? Ça Heu, veut dire qu'il faut que les femmes soient en capacité, aussi de pouvoir, mettre des mots et aller chercher de la ressource. Parce que mmh là encore, ce qui peut nous permettre de se sentir un peu moins seul, c'est déjà d'en parler à un professionnel Mmh. de santé, quel que soit, ou un professionnel de l'entreprise, hein. C'est pas forcément que la question de la santé, mais c'est Mmh. avoir des espaces pour parler de tout ça avec quelqu'un qui nous aide aussi à comprendre, qu'est-ce qui, dans notre histoire, dans notre personnalité, dans ce que l'on vit aujourd'hui, dans nos relations aux autres, fait que ces moments-là sont anxiogènes, quand on se sent seul ou quand on est seul. Mmh. Et puis de l'autre côté, du côté des garçons, apprendre aussi à parler de soi, c'est pas simple, à un peu moins faire, à un peu, plus, réfléchir, penser à soi, raisonner. Ça permet aussi peut-être, d'alimenter un petit peu plus, cette anxiété
mais vers la réflexion éventuellement partagée. Ah, c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Effectivement, je l'observe vraiment dans ouais, je vois très bien la différence dont vous parlez. Je le couperai, hein, ça, mais Mais c'est aussi peut-être ce hyper qui fait intéressant. que les hommes quand ils sont anxieux et qu'ils sont seuls, ils vont aller chercher, des stratégies qui sont pas forcément très bonnes. Ça veut dire l'alcool, Mmh. ça veut dire, le jeu, ça veut dire, les comportements un peu, extrêmes, Mmh ça mh. veut dire le sport, extrême. Vous voyez, Mmh. en fait, ils vont transformer cette anxiété quand ils la ressentent ou quand ils l'identifient, en étant acteurs de ça et en essayant de l'expulser à travers le faire. Mmh. Les femmes sont, je veux dire que les femmes font aussi beaucoup, hein, Bien mais sûr. elles sont plus dans la capacité, de réflexion et donc elles ont plus, cette ouais, je dirais cette, compétence à pouvoir, être anxieuses, Mmh. supporter l'anxiété, mais chercher aussi des stratégies ou des, ouais, des ressources pour être un petit peu moins anxieuses et un petit peu moins seules et elles vont chercher du réseau. Mmh. Elles vont chercher les autres, elles vont chercher des professionnels, elles vont chercher, à aller, Juste travailler avec une ouais, ou dans un salon copine, d'esthétique ou chez le coiffeur ou mmh. dans un réseau ou voir Mmh. des copines ou Mmh. aller dans l'entreprise pour côtoyer un petit peu de monde. Donc leur réflexion va les amener à aller chercher du lien. Les garçons, Mmh. les réflexions, l'anxiété va les chercher à s'isoler encore plus, malheureusement. Quand on est entrepreneur, vous le disiez tout à l'heure, on a tendance par moment à tout garder pour soi, les doutes, la pression, les difficultés financières ou émotionnelles. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de demander de l'aide ou tout simplement déjà de partager ce qu'on traverse? Bah, la première raison, c'est qu'on a, encore une fois, jamais appris à parler de soi. Moi, Mmh. j'ai énormément d'entrepreneurs qui, quand ils viennent me voir sur ces bilans de santé, me disent: «Mais j'ai jamais été voir de psy et j'ai rien à dire». Et en fait, au bout d'une heure et demie, je les mets dehors du bureau parce qu'ils ont tellement commencé à parler Mmh. et puis, bah, je leur pose aussi beaucoup de questions. C'est ça, aller voir un psy, c'est pas s'allonger aujourd'hui, uniquement sur un divan ou être face à quelqu'un qui ne fait qu'écouter en disant: allez-y, qu'est-ce que vous avez à me dire? Ou Mmh. racontez-moi qui vous êtes». C'est au contraire aller chercher, de l'identité, Mmh. les aider à se raconter Mmh. et quand on commence à se raconter avec quelqu'un qui, nous aide à nous raconter, on se rend compte très vite que ça fait du bien et puis que ça nous permet d'identifier, certains de nos fonctionnements. Ça nous permet d'aller chercher des compétences, de comprendre comment faire autrement dans certaines situations. Donc, voilà, donc première chose, c'est qu'on n'a pas appris à parler de soi. Donc, Mmh. aller parler de soi, ça s'apprend. Ça peut devenir un vrai rituel, même si c'est 1 ou 2 fois par an, mais ça fait vraiment beaucoup de Mmh. bien. Bien sûr. La deuxième chose, c'est que, il faut apprendre à faire confiance, apprendre à déléguer parfois, mais c'est ce qui est aussi très, très difficile quand on est entrepreneur Mmh. et particulièrement quand on n'a pas beaucoup de gens, avec lesquels on a la capacité de déléguer. Parce que quand on a tout investi, qu'on a tout pensé de son projet, très souvent on n'a pas suffisamment la confiance dans l'autre, même s'il est très compétent, pour faire exactement comme nous on ferait et donc c'est Mmh. pour ça que c'est difficile de déléguer et c'est pour ça que, on est souvent seul et on parle pas trop de ses difficultés. Puis il y Mmh. a des difficultés qui sont difficiles à transférer. Quand on porte toute la responsabilité pour les autres, on n'a pas envie d'embêter les autres avec, nos fragilités, donc on raconte rien à la maison, on raconte rien aux copains, on raconte rien aux professionnels que l'on croise éventuellement parce que, encore une fois, on n'a pas envie d'embêter les autres avec ça et puis, les autres, on prend tellement soin d'eux et on a envie de les protéger. Un chef d'entreprise qui commence à avoir des difficultés financières dans sa boîte, il va pas raconter ça à son conjoint Bien ou à son sûr. épouse. Il va pas avoir envie de les encombrer avec ça. Donc il va Mmh. faire tout seul. Et il va encore plus, se renfermer. Il va pas prendre de bonnes décisions. Il va se fatiguer psychiquement et du coup, ça va être encore pire dans 3, 4, 5, 6 mois et puis quand on a commencé à faire tout seul, comment est-ce qu'on dit à son épouse ou à son conjoint, 6 mois après: «J'aurais dû t'en parler il y a 6 mois, Mmh. mais ça fait 6 mois que je vais pas bien et j'arrivais pas à t'en parler», quoi. C'est difficile. Mmh. Donc ça accentue la difficulté à partager ce genre de choses quand on a essayé de faire un peu tout seul, mais comme on a l'habitude de faire tout seul, c'est vraiment le piège, quoi. C'est, souvent la première marche d'ailleurs qui est la plus compliquée. Moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de dire: «Bon, bah, voilà» et puis j'avais un peu honte parce que l'ego évidemment prend de la place Ouais. dedans. Dans ce moment, c'est compliqué et je me suis vraiment surprise à avoir en face de moi déjà, une personne qui s'est confiée au même niveau en disant: «Bah, moi aussi c'est Bah, bien sûr. compliqué» et tout d'un coup les masques tombent. Hem et puis aussi un regard très différent qui souvent est très intéressant sur soi parce que comme vous le dites, on a l'impression qu'on connaît notre métier, notre business mieux que personne et donc on est forcément la personne qui saura le mieux répondre à chacune de ces questions, ce qui est complètement bête, hein, mais je le dis parce que moi-même, je le fais
Et ça peut être tellement intéressant d'avoir un point de vue extérieur qui tourne un tout petit peu le diamant pour découvrir une nouvelle face qu'on n'avait Exactement, pas vue. c'est ça, parler de son projet à quelqu'un qui est en capacité de nous écouter sans jugement, c'est, prendre ce petit temps de recul qui nous permet de voir différemment, ce que l'on fait et la façon dont on peut trouver des stratégies autres. Quand on est tout seul, on a des stratégies. Quand on réfléchit avec quelqu'un, on a nos stratégies plus les siennes et donc on peut composer un peu différemment. Mais aller voir se confier à quelqu'un, effectivement, la première marche est difficile et ce qui est difficile après, c'est que c'est avant tout une histoire de rencontre. C'est ça aussi le problème. Oui. C'est qu'avec un psychologue, ou un médecin, ou un spécialiste, de l'entreprise, en fait, c'est la relation qui est, la plus importante. C'est la rencontre et quand on se rencontre et qu'on est bien dans cette rencontre-là, ben oui, c'est plutôt un échange, c'est pas juste un professionnel qui écoute. C'est comme vous le dites, des échanges, où on co-construit quelque chose qui permet au chef d'entreprise d'avoir une vue un peu différente de son projet, s'autoriser aussi, peut-être à travers ça à comprendre qu'on peut s'arrêter, c'est pas grave. On peut traverser des moments difficiles et c'est pas grave. Au contraire, ça fait partie aussi de la vie, de traverser des moments compliqués, mais quand on est tout seul, on a moins de solutions pour s'en sortir que quand on réfléchit à notre problème avec quelqu'un d'autre. Oui, complètement. C'est tellement important de continuer à chercher le bon psychologue, par exemple, jusqu'à fitter avec la personne en face. C'est, voilà, chacun a sa méthode, sa sensibilité et si ça vous convient pas, parfois ça peut complètement dégoûter. On n'a plus envie de retourner chez le psy Oui, parce parce qu'on qu'on est pense tombé qu'ils sont sur tous pareils. voilà, c'est ça, le le fameux. Ouais. Moi, je me rappelle je suis allée une fois chez une psy à l'adolescence, au moment, divorce compliqué. Vous voyez, ma mère, se dit: «Je vais la mettre, chez un psy» et j'ai été traumatisée par cette nana qui, en plein milieu de la session, je crois que je devais être en train de pleurer plus ou moins, enfin, de sujet sensible, décroche son téléphone, Ah oui. commence à discuter 5 minutes, raccroche et me dit: «On parlait de quoi?» Ah oui, mais oui. Horrible. Pendant des années, je me suis dit: «Bah non, ça sert à rien Oui. d'aller voir quelqu'un». Ouais, et en fait, moi je m'occupe de 3 publics qui sont exactement identiques dans, ce que l'on nomme aujourd'hui les adolescents, les sportifs de haut niveau et les chefs d'entreprise et en Vous fait les mettez ensemble? mais je mets ensemble non, ils sont très différents, mais Ah, leur très fonctionnement différent. psychologique est un peu le même. Voilà. OK. Sur la question du rapport à soi, sur la question de la solitude, sur la question du sentiment de pouvoir tout gérer tout seul, sur, la représentation qu'on peut avoir de leurs capacités ou de leur fragilité. En fait, ça fonctionne un peu pareil et dans la rencontre avec un psychologue, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, peut-être que quand tout va bien, c'est plus facile d'aller essayer et de voir Ouais. une fois ou 2 avec des gens très différents et c'est pas encore une fois, c'est pas que des psychologues, les coachs sont très bien là, il y a des préparateurs, mentaux qui sont très bien, il y a des conseillers, qui ont des spécificités et des médias qui sont hyper intéressants, pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets. Donc il y a plein de choses différentes, mais prendre l'habitude ou chercher quelqu'un en qui on peut avoir confiance quand tout va bien, on a cette possibilité-là. On va voir un psy ou une psy et puis si on se sent pas complètement à l'aise dès la première fois, il faut aller en voir un deuxième ou un troisième jusqu'à ce qu'on sente dès la première rencontre qu'avec cette personne-là, c'est différent. Je me sens écouté, je me sens en lien. Il ou elle est capable aussi de donner un peu des choses de lui ou d'elle sans que ce soit hyper intrusif pour moi ou pour Oui, lui ou mais pour elle, complètement. mais de se sentir en sécurité. C'est ça pour moi l'espace de parole. C'est on se sent en sécurité où il n'y a pas de sujet, quoi. Voilà, on est face à quelqu'un avec lequel on sent qu'on peut parler de n'importe quel sujet. Et ça, c'est dès la première fois. La première rencontre, elle est plus importante. Si la première rencontre, quand vous sortez chez le psy, vous doutez, vous avez le sentiment de ne pas avoir été très écouté, de ne pas avoir été très à l'aise, changez. Mais c'est plus facile de changer, de prendre le temps de trouver une bonne ressource quand on va bien. Parce que quand on va mal, c'est un peu dans l'urgence. On s'appuie un peu sur les réseaux et je suis aussi coordinateur d'un réseau national qui s'occupe des chefs d'entreprise en souffrance aiguë, qui s'appelle APESA, Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, avec l'idée que quand un chef d'entreprise traverse un moment extrêmement difficile et au bord de l'effondrement psychologique, on doit pouvoir lui proposer des consultations gratuites chez des psychologues à proximité de son lieu d'habitation. Et ça, c'est pareil. Dans l'urgence, on trouve des psychologues parce qu'on a un réseau de psychologues par département qui est un peu aguerri à ce type de consultation et à l'accompagnement des chefs d'entreprise. Mais on doit pouvoir effectivement trouver plus facilement, avant l'urgence, des ressources pour agir. Et dans l'urgence, on va chercher Bien sûr. rapidement. On cherche rapidement ou on nous conseille rapidement Bien d'aller sûr. vers tel ou tel professionnel et on n'a pas ce temps et cette disponibilité pour vérifier que finalement on se sent bien avec un tel ou un tel. Oui, c'est même les moments un peu dangereux où on peut tomber,
sur des pratiques un peu douteuses parce qu'on est dans une telle fragilité, mais sans aller jusque-là, la notion de solitude, parfois, elle est ce qui est compliqué, c'est juste de s'ouvrir un tout petit peu sur le sujet. Alors moi, c'est pas une difficulté que j'ai, mais que j'ai vraiment entendue autour de moi, c'est, vous savez, cette première petite marche de je me sens seule, mais je sais pas comment faire tomber le masque socialement parce que un entrepreneur ou un chef d'entreprise, il doit porter ce masque social, sinon il fait fuir tout le monde. Exactement. Mais il y a aussi beaucoup de pudeur. De la pudeur, Ouais, mais aussi cette pression, je trouve, ouais. pour continuer D'être à faire. fort pour les autres, Mais ouais. oui. Oui, c'est vrai, c'est Et vrai. puis pour faire évoluer ma société, si je dis qu'en ce moment ça va pas, bah, je vais faire fuir tout le monde. Oui. Alors qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui se sent un petit peu seul en ce moment et qui a un peu cette lourdeur, ce poids sur les épaules, mais qui ose pas s'ouvrir sur le sujet? Bah, justement, d'aller consulter le plus vite possible. Consulter. Ouais, d'aller voir quelqu'un, de parler à quelqu'un, qui est en dehors de tous ses réseaux, et de Mmh. raconter justement, cette difficulté qu'il a Avec à se neutralité. confier avec voilà, Ouais. complètement avec neutralité, bienveillance et bah, ça, il faut le faire le plus vite possible. C'est la plus belle chance qu'on se donne Mmh. quand on est entrepreneur. Mmh. Si on va chercher, à parler de ce que l'on traverse avec quelqu'un Mmh. qui n'est pas du tout avec lequel il y a aucun sujet, pas de risque de déliaison, pas de risque de conflit, Mmh. vraiment la neutralité complète et puis, bah, peut-être, c'est ce que je dis souvent, aux entrepreneurs ou aux sportifs de haut niveau que je côtoie. Si vous essayez une fois, vous allez vous rendre compte que ça fait tellement de bien que vous allez effectivement Ouais, c'est peut-être vrai. ne plus jamais avoir besoin d'un psy. Allez voir un psy quand tout va bien, Mmh. régulièrement, 1 fois par an pendant 4, 5, 6 ans, le temps qu'on apprenne justement Mmh. à avoir ce petit temps de recul et cette, analyse ou auto-analyse sur soi avec quelqu'un qui nous aide à réfléchir. Ça peut nous aider parfois à ne jamais avoir besoin de psy dans les moments Mmh. compliqués. Parce qu'on aura déjà, compris ce Des que l'on petites pouvait clés. traverser, anticiper et éventuellement de stratégies. Et puis si on a été un jour voir un psy avec qui ça s'est bien passé quand tout allait bien, c'est plus facile de retourner le voir quand on traverse des moments difficiles parce que, voilà, on sera déjà sur un terrain un peu connu, quoi. Et puis, je sais qu'il y a heureusement, c'est en train de changer et je pense que les auditeurs de la leçon sont quand même super, sensibles sur le sujet, mais il y a plein de gens encore qui continuent de dire: «Moi, j'ai pas besoin d'un psy», vous voyez? Et vous Ouais. seriez étonnés de savoir que les 3/4 des gens vont voir un psy et même les personnes qui ont l'air extrêmement fortes comme ça, justement, le sont parce qu'elles travaillent sur elles, Mais quoi. bien sûr, mais la plupart des chefs d'entreprise les plus investis ou des sportifs de niveau les plus connus, sont accompagnés. Mais oui. Voilà, c'est ça aussi qui permet d'être accompagné dans la performance. C'est voilà, d'apprendre à parler de soi et ça, c'est aussi vraiment un moteur Mmh. à la réussite, de l'entreprise et à la durabilité de ce que l'on investit dans l'entreprise. Ouais, ouais, c'est si juste. Vous auriez 2 ou 3 conseils concrets pour quelqu'un qui, en ce moment, a cette sensation de pesanteur, de se dire: «Je me sens seul», oui, cette sensation de rumination qui vient, qui laisse un peu trop d'espace parce que, bah, on est un peu tout seul dans son business. Alors déjà, vraiment, le premier conseil que je peux donner, c'est d'intégrer des réseaux, voilà, Ouais, de s'entourer, ouais, et dans la plupart des départements, il y a des réseaux. Il y a plein d'associations, il y a qui plein de sont business canons. clubs, là mais c'est extraordinaire de participer à des réunions de réseau Ouais. parce que, bah, il y a un cadre qui est imposé par le réseau. C'est-à-dire il y a Mmh. des réunions, on est invité, il y a des rencontres, il y a des conférences, il y a, des réunions, thématiques, et donc ça dépend des autres, ces réunions-là et Ouais. on y est invité. Donc faire réseau, c'est pour moi essentiel parce Mmh. que c'est ce qui nous permet quand on traverse des moments difficiles pour soi, Ouais. pendant un certain temps de s'appuyer sur l'identité de réseau et la communauté. Et puis il y a énormément de ressources. On trouve des gens qui nous aident, qui nous écoutent, Mmh. avec lesquels on a le sentiment de pouvoir faire des choses et décompresser un petit peu. Donc, première chose, le réseau, c'est essentiel. Mmh Le mh. deuxième conseil, c'est vraiment pour, les chefs d'entreprise qui aujourd'hui, n'ont jamais été voir de psy, de prendre d'essayer de s'autoriser, Mmh. et se surprendre à aller voir un psychologue ou une psychologue quand tout Mmh. va bien parce que c'est facile de pousser la porte, de prendre un rendez-vous en disant: «Beh, je vais super bien, Mmh. mais voilà, je voudrais discuter un petit peu de mon projet, avec vous et voir, ce que vous avez à en dire». Ça, c'est la deuxième chose. Prenez-le comme une expérience. Moi, j'ai fait récemment une session de breathwork, j'en parlerai dans un épisode. Ouais. J'étais terrifiée, j'avais pas envie d'y aller et elle nous a complètement déculpabilisés, décomplexés en disant: «Si vous avez peur, prenez juste le comme une expérience en disant: "Tiens, c'est étonnant ce que je suis capable de faire, je peux dépasser mes limites, là-dessus, je me surprends à faire une nouvelle activité"». Exactement.
allez voir une psy, prenez-le comme une expérience, quoi. Exactement. Un ou une psy. Exactement. Et puis peut-être le troisième conseil, c'est d'aller aussi dans des endroits où le corps est pris en compte, c'est-à-dire se faire masser, nager ou aller en balnéo. Vraiment que notre corps, qui est aussi encore une fois extrêmement impacté par la suractivité, le surinvestissement dans notre projet d'entrepreneur, soit aussi pris en compte et qu'on s'occupe de nous. Voilà, on va lâcher prise si on va prendre l'habitude d'aller une fois par mois faire un massage d'1 heure, quoi. Ou dans en balnéo pendant 1 heure, là encore, mais où c'est pas notre responsabilité de s'occuper de nous, c'est quelqu'un qui s'occupe de nous et ça, c'est très important. Aller chez le coiffeur, vraiment les mêmes choses que je disais tout à l'heure, c'est que quelqu'un s'occupe de notre corps, quoi. Ça, c'est aussi essentiel. C'est hyper intéressant ce 3e point parce qu'effectivement, lorsqu'on se sent seul, il y a plus aucun contact, humain autre que par mail, par visio, par téléphone, ce qui fait qu'on n'a aucun contact humain, parfois pendant des jours pour certains. Effectivement, le massage, c'est la reconnexion à soi, mental, corps, mais aussi à l'autre, Oui, c'est ça. avec douceur. Oui, puis avec confiance. Avec confiance. On est dans un espace où on n'a pas trop le choix. On est dans une cabine où quelqu'un va nous masser. On ne connaît pas forcément, mais on apprend à faire confiance. Puis on se rend compte aussi, comme le psy, que ça fait du bien, quoi. Ouais, c'est plutôt sympa comme conseil. C'est plutôt sympa. Merci Jean-Luc Juillard. Avec plaisir, merci Pauline. C'était passionnant et c'est tellement chouette d'avoir l'avis d'un psychologue clinicien pour avoir un cadre aussi sur ces questions que on se pose à peu près tous et toutes, surtout les auto-entrepreneurs quand on est solo, quoi. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup.